Alors pourquoi j'ai accepté de témoigner? Tout simplement parce que on a l'impression que l'histoire se répète et que si l'on ne prend pas l'engagement de raconter ce qui a été, ce qui fut, de raconter cette histoire du génocide, eh bien on laisse place à l'amnésie, on laisse place à au danger aussi du négationnisme et du révisionnisme. Donc pour moi, la prise de parole est un engagement pour éviter que le génocide se reproduise un jour, en tout cas son processus. Alors être au mémorial de la Shoah, ça a un sens qui est très fort pour moi, parce que je crois que chaque génocide est unique, mais qu'en même temps, dans tous les génocides, on retrouve des similarités dans la construction, dans les idéologies. D'une certaine façon, c'est comme si les génocides se tenaient par la main. Les grands crimes modernes, les grands crimes de l'humanité avaient un lien invisible. J'ai été très marqué lorsque j'ai commencé à m'intéresser de façon intellectuelle au génocide qui avait enlevé ma famille. Comment ce qui s'était passé au Rwanda résonnait très fortement avec ce qui s'était passé 50 ans plus tôt en Europe avec le génocide des Juifs ou bien en Arménie. J'ai été très marqué par les similitudes qu'il y avait dans les témoignages, dans la manière dans les récits des survivants. Et ça a été un très grand enseignement pour moi, pour comprendre ce qui s'était passé au Rwanda, que de visiter cette mémoire et cette histoire de la Shoah. Bien, il y a 25 ans, j'avais 11 ans, j'étais en 6e, et je vivais au Burundi, mais de façon très étrange, pendant les 3 mois du génocide, je me suis retrouvé en France, parce que mon père s'était cassé la jambe et il avait été rapatrié à Paris. Et donc j'ai vécu le génocide qui se déroulait au Rwanda en regardant la télé. Et ma mère, qui est rwandaise, qui était en train de perdre sa propre famille au Rwanda, n'avait pas les mots pour nous expliquer ce qui se passait. Je me souviens qu'elle n'avait pas utilisé le mot génocide et que ce mot est arrivé bien plus tard dans notre famille. Elle disait événements, ce sont les événements. Et moi qui venais du Burundi, où depuis 1993 il y avait une guerre, j'associais finalement la guerre qui se déroulait en parallèle du génocide au Rwanda, voilà, à une forme d'événement général de la région des Grands Lacs. Et en juillet 1994, je suis rentré au Burundi et mon père a trouvé du travail au Rwanda pour aider un peu à la reconstruction. Il travaillait dans les camps de réfugiés. Et donc j'ai vu le Rwanda en 1994, juste après le génocide, où ma famille également, qui était réfugiée au Burundi, est retournée. Beaucoup de Tutsis sont retournés juste après le génocide pour reconstruire le pays. Et donc j'ai vu un pays qui n'était même plus un pays, qui était comme un immense champ de cadavres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait un rejet de cette culture-là, de cette identité rwandaise. Je me suis dit que je ne pouvais pas appartenir à cette histoire, parce qu'elle me répugnait.
Et il a fallu, et aussi parce que je ne la comprenais pas, que je n'avais pas les mots, ni les mots des adultes, ni moi-même, les mots pour comprendre ce qu'il y avait en face de mes yeux. Et il a fallu attendre l'année 2000 pour me trouver face à une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94, qui avait été écrite par un collectif belge, le Groupe Off, une pièce fleuve de 5-6 heures et qui expliquait de la Genèse jusqu'à l'extermination ce qui s'était passé au Rwanda. Et là m'est apparu que ce qui s'était joué dans cette région-là n'était pas du tout une barbarie qui vivait à l'intérieur des hommes, comme si les hommes de cette région étaient forcément sauvages et forcément barbares, que tout ça avait été un mécanisme, une intelligence de la folie créée par différentes structures politiques, religieuses, médiatiques. Et à partir de là, je me suis réapproprié mon histoire en travaillant, en écrivant, en lisant, en chantant. Alors mon livre a eu le prix Goncourt des lycéens en 2016 et pour moi c'était le prix le plus important parce que beaucoup de ces jeunes lycéens que j'ai rencontrés sont venus me voir en me disant « Grâce à votre livre, j'ai appris qu'il y avait eu un génocide au Rwanda et je n'étais pas au courant. » Et pour moi, c'était une parole qui était complètement hallucinante, aberrante de se dire que ce génocide si proche de nous, le dernier du XXe siècle, soit encore ignoré de tant de personnes et surtout de la jeunesse de ce pays qui a pourtant accès à toutes les informations. Donc je me suis surtout dit que pour construire la société de demain, il fallait continuer à prendre la parole et que l'exposition que permet ce prix allait contribuer en tout cas à ce que la mémoire se perpétue, même si ce n'est pas un livre de mémoire, parce que c'est une histoire qui se passe au Burundi, qui parle d'un paradis perdu, mais ce détour que le personnage fait à travers l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, eh bien, a permis de mettre en lumière une histoire ignorée de tant de jeunes. Et parler à la jeunesse, je crois que parler à la jeunesse, c'est l'urgence absolue. C'est là que l'on construit la société. Ma génération a grandi avec cette histoire, elle a été intériorisée. Mais si on ne la transmet pas, elle finira par s'effacer ou bien par s'atténuer, par perdre de son importance. Alors la première fois que j'ai visité le mémorial de Kigali, à Gisozi, ça a été un moment très difficile. Je crois que le parcours est un parcours assez classique. On part des origines du Rwanda, de la colonisation, de la façon dont on a racialisé le peuple rwandais. Mais quand on arrive sur la partie purement du génocide, sur les 3 mois, j'ai d'abord été en colère par plusieurs choses, mais je me souviens de voir cet abandon de la communauté internationale, de voir des discours prononcés par certaines personnes qui étaient en poste. Je pense au discours de Roméo Dallaire, donc, qui était le commandant des casques bleus sur place, qui disait qu'avec 3000 hommes, il aurait pu arrêter le génocide, et que cela n'a pas été fait. J'ai d'abord eu une colère quasiment froide, de me dire que comment peut-on vivre dans un monde où nous avons des organisations qui existent pour ça, dans un monde où
on a écrit des traités, on a écrit des déclarations universelles des droits de l'homme suite à l'extermination des Juifs d'Europe, et que rien n'a été fait. Et qu'il y a, en plus, non seulement rien n'a été fait, mais il y a eu un abandon, c'est-à-dire que les troupes de l'ONU étaient sur place et elles ont abandonné des femmes, des hommes, des enfants. Ensuite, bien sûr, de voir que mon pays, mon autre pays, la France, a également une implication dans cette atrocité. Ça m'a bouleversé. Et puis terminer ce parcours, parce que c'est un parcours, c'est vraiment un parcours, mais presque initiatique. Terminer ce parcours par ce qu'on appelle la salle des enfants, où on met d'un coup des visages, des noms, sur l'innocence bafouée. C'était ça m'a simplement, j'ai même pas je crois que j'ai pas de mots. Enfin, vous me demandez ce que j'en pense, mais je crois que j'ai pas de mots. C'est-à-dire que je suis sorti de là, je suis allé dans ce jardin de la mémoire où 300 000 personnes reposent, dont ma famille, avec ce silence et puis Kigali au bout, sur l'autre colline, les quartiers. Et je me suis dit qu'on n'en finira jamais avec cette histoire, qu'on n'en finira pas. Et il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de tragique. Au contraire, il faut accepter de regarder cette histoire en face. Souvent, les gens se disent « mais non, il faut passer à autre chose, la vie est ailleurs ». Bien sûr, la vie est ailleurs, mais la vie est ailleurs si on continue de regarder cette histoire en face. Et on n'expliquera jamais le pourquoi. Pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi un voisin a pris sa machette pour tuer une connaissance, un ami, un membre de sa famille, on ne comprendra jamais. Mais le comment tout ça a pu exister, comment le processus a pu se mettre en place, je crois que c'est ce que nous permet d'appréhender des endroits comme le mémorial de Kigali ou le mémorial de la Shoah ici à Paris. C'est-à-dire il faut avoir ce courage de regarder l'histoire en face et de se dire comment on en arrive là. Mais le pourquoi, ça restera un mystère. Alors, le Rwanda aujourd'hui est un pays qui est très loin de mes premiers souvenirs du Rwanda. Je disais en 1994, quand j'arrive au Rwanda, c'est un charnier. Et aujourd'hui, le Rwanda est un pays debout, digne, et est un pays d'une grande douceur, mais qui cache un très grand traumatisme. Et ça, c'est mon rôle à moi d'artiste, d'essayer de mettre des mots sur ce silence qui est là, qui ne dit rien, parce que le génocide, c'est d'abord le silence qu'il laisse. C'est une société jeune, dynamique, mais cette jeunesse et ce dynamisme, il est aussi poussé par ces fantômes, par cette envie de s'éloigner rapidement, le plus vite possible, de façon frénétique, de ce cauchemar de 1994. Donc pour moi, le Rwanda est une société à double lecture. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on doit ressentir. Ce que l'on voit est assez rapide, on finit par parler d'un miracle rwandais, on vante
la croissance extraordinaire du Rwanda, la propreté du Rwanda, la résilience du peuple. Mais il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui se transmet des parents aux enfants et qui ne se voit pas et qui doit se ressentir. Et pour moi, c'est le rôle des artistes, c'est le rôle, ce travail que l'on fait, le travail de transmission, de mémoire, que d'essayer de faire parler ce silence pour qu'il ait un sens. Alors j'ai appelé mon livre Petit pays pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une histoire racontée à hauteur d'enfant. Donc c'est d'abord le petit pays de l'enfance, le paradis perdu. Également petit pays parce que j'ai un attachement pour cette région. Et quand je dis petit pays, je parle du Burundi et du Rwanda. Donc c'est l'adjectif de l'attachement. Et puis petit, bon, pour une raison plus prosaïque, ce sont des petits territoires. Je crois que le Rwanda est plus petit que la Bretagne, donc c'est dire. C'est sur la carte d'Afrique un petit point, mais c'est avant tout ça. C'est une histoire, petit pays pour l'attachement que j'ai et pour ce paradis perdu de l'enfance.